Bonsoir tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Ce soir, on va poursuivre notre discussion par rapport à l'art de prendre une décision. Hier, on a parlé de l'importance du savoir-vivre, c'est-à-dire avant de prendre une décision, il faut d'abord avoir une vie. Et pour avoir une vie ou être en vie, il faut apprendre à cesser de continuer à exister au lieu de vivre. Ok, c'est très important. Cette notion d'exister est très importante à décrire, à expliquer, à analyser et à admettre. Okay, il y a beaucoup de gens qui ne font qu'exister. Alors là, avant de prendre une décision, il faut toujours savoir que pour décider, la première question qui se pose, est-ce que vous êtes obligé de décider? Est-ce que il faut prendre une décision? Si vous n'êtes pas obligé de prendre une décision, je pense que c'est pas la peine de se casser la tête. Ça, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir est-ce que la décision doit être prise par vous ou par une autre personne. Alors, quand c'est pas vous qui normalement censé prendre une décision, là, je pense que vous pouvez tomber dans un problème qui est très stressant, qui est très très nocif pour la santé physique, mentale et psychique. Il s'agit des dilemmes, il s'agit de la responsabilisation, il s'agit de culpabilisation, il s'agit d'un problème de manipulation, victimisme. Je m'explique. Alors, ce que je vois chez les patients que je traite pour dépendance, pour addiction, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont vécu une enfance plus ou moins misérable. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils avaient des parents toxiques. Alors, les parents toxiques, il y a plusieurs types. Il y a un des parents toxiques qui pousse les enfants à prendre des décisions alors qu'ils ne sont pas à la mesure, ils n'ont même pas la capacité ni le niveau de maturité pour prendre ces décisions. Alors là, je parle des parents qui responsabilisent leurs enfants à un bas âge, c'est-à-dire les voleurs on les appelle également voleurs d'enfance. Donc je vous invite à voir votre médecin. Si vous vous sentez victime ou avoir été victime de parents violeurs d'enfance, cela ne veut pas dire que vos parents sont mauvais, non, du tout. Cela veut dire qu'on vous a privé de votre droit à vivre votre enfance comme il faut. Un enfant ne doit jamais être responsabilisé. Un enfant ne doit jamais agir comme un adulte. Un enfant ne doit jamais être privé de son droit de jouer, de jouir de la vie, de ne pas stresser, de ne pas penser aux choses les plus géantes, si vous voulez, pour lui. Il y a un autre point très important dans la prise de décision, c'est que il faut jamais mettre les enfants dans un état de dilemme, ok? Parce que c'est très dur. Je parle là donc l'exemple le plus fréquemment diagnostiqué ou vu, c'est le cas de divorce. Alors quand les parents sont séparés, nous avons les enfants qui ont un cœur qui est coupé ou découpé, où ils sont partagés entre leur papa et leur maman. Alors moi je pense que, d'après ma modeste expérience en médecine générale, je pense que c'est très très pénible pour un enfant de vivre la séparation des parents. En plus, si cette séparation a été faite dans des conditions vraiment très difficiles, où il y a des insultes, où il y a de la manipulation. Alors la manipulation après le divorce, c'est vraiment quelque chose, ou même avant le divorce, je pense que c'est une agression. Et c'est un crime, hein, manipuler un enfant pour se venger de votre partenaire. Je pense que c'est un crime, c'est très agressif. Alors si vous avez remarqué, on a commencé par parler de la prise de décision et par la suite on est parti à est-ce que c'est important de prendre une décision, et puis on est parti à est-ce que je suis responsable de cette décision, est-ce que c'est à moi de la prendre, et puis on est parti à quelque chose qui remonte à très bien longtemps, voire des décennies avant, c'est le problème de l'enfant intérieur où le patient se sent vraiment en désarroi total, il a comme l'impression qu'il a des embouteillages dans sa tête. Il est très intelligent, il ne peut pas avancer. Il a tous les moyens, il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Alors, à ce moment-là où vous vous sentez vraiment bloqué, il faut savoir qu'il y a toujours une explication. Alors, si l'explication n'est pas claire,
au présent, ça peut, hein, l'explication peut très bien être cachée, être camouflée, être bien emballée dans votre enfant intérieur, c'est-à-dire dans le passé, dans la zone d'ombre. Ok? Et cela nécessite une prise en charge qui est vraiment très 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 douce, très lente. Pourquoi? Parce que on n'est pas là pour évacuer un abcès rapidement, on est là pour sauver un patient, guérir ou participer à la guérison d'un patient sans pour autant l'exposer au risque de vengeance. Salut Racha. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la prise de décision et combien c'est injuste de pousser une personne innocente, une personne immature, une personne mineure, de prendre une décision à la place de leur papa, de leurs parents. Est-ce que vous avez des questions ou bien vous me donnez le feu vert, comme ça je poursuis mon intervention. Très bien, donc vous n'avez pas de questions. Alors, je vais partager avec vous, je rappelle que ce n'est pas un cours de médecine, ce n'est pas une consultation, ce n'est pas un avis médical que je donne, ce n'est pas des solutions miracles ou une solution absolue, ce sont juste des discussions que je propose, ce sont juste quelques informations que je partage généreusement avec ma communauté. Alors, prendre une décision pour arriver au stade d'être artiste en matière de prise de décision, il faut avoir de la sagesse ou il faut développer de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est pas donné à tout le monde. La sagesse, c'est quelque chose qu'on va continuer à essayer d'obtenir et on va mourir, on va décéder avant d'arriver à notre objectif. Hein. Mais en essayant d'être sage, je pense que c'est déjà merveilleux. Alors, par sagesse, pour prendre une décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, il faut se demander, est-ce que je suis obligé de la prendre? Alors, si vous n'êtes pas obligé de la prendre, il ne faut pas la prendre. Et puis, il faut se demander, est-ce que c'est à moi de prendre cette décision? Je m'explique. Je vais partager avec vous encore un autre exemple. Par exemple, vous êtes marié, ok? Et vous êtes gêné par un beau-frère, une belle-sœur, et vous voulez décider de mettre fin à ce dérangement, ok? Elle empiète sur votre vie, elle vous dérange, elle elle se mêle de tout ce qui est intime. Et vous voulez prendre une décision de tout arrêter. Alors, à ce moment-là, écoutez-moi très bien. L'art de prendre une décision, comme je vous ai déjà dit, il faut savoir est-ce que c'est à vous de prendre cette décision. Par exemple, votre belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de votre époux, est vraiment insupportable, antipathique, toxique. Là, le profil de contrôleur, il est vraiment toxique, ok? Elle vous dérange, elle se met de vos affaires, elle a sa famille, elle a son foyer, et puis elle vit avec vous, elle passe les nuits avec vous. Elle vous dérange, elle ne vous laisse pas vivre votre sexualité tranquillement. Elle prend des décisions à votre place. Quand vous voulez juste changer la décoration de votre maison, c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit les papiers peints, le teint, tout, ok? Le salon, tout. Et à un certain moment, il fallait absolument prendre une décision de mettre fin à ce dérangement d'une façon très politique, très diplomate, très douce, très compliante, ok? Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce n'est pas à vous de prendre cette décision, ok? C'est à votre époux. C'est lui qui est responsable. C'est à lui de prendre cette décision. Voilà pourquoi ça marche pas. Voilà pourquoi il y a toujours des conflits. Moi, je suis toujours sollicitée pour résoudre les conflits familiaux et dans mon cabinet. Et puis, je remarquais que parmi les causes principales des conflits et de la difficulté de résoudre ces conflits, c'est quand les décisions ne sont pas prises par la personne concernée, premièrement, et deuxièmement, il y a des gens qui ont du mal à prendre une décision. Un époux qui est incapable de prendre une décision est une personne qui est normalement incapable de se marier. Il n'a pas le droit d'épouser une femme parce que lui, il n'est pas encore autonome.
Alors là, on va ouvrir une petite parenthèse d'autonomie, c'est important, parce que tu ne peux pas prendre une décision si tu n'es pas autonome. L'autonomie, c'est devenir adulte à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont encore des bébés. Avant de prendre une décision, il faut voir le pour et le contre de l'affaire. Bravo, madame. Alors, on va essayer de se concentrer sur l'exemple que j'ai donné, parce que je le vois fréquemment. On a dit que premièrement, si, supposons que cette dame ne supporte plus sa belle-sœur, est-ce que c'est à elle de prendre cette décision? Non, non, non. Pourquoi? Parce que si tu prends la décision de remettre votre belle-sœur à sa place, cela veut dire que votre époux est absent. Alors là, il faut savoir que vous êtes marié à une personne absente. Il faut admettre la réalité. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que vous êtes la femme, vous êtes l'épouse d'un monsieur qui n'est pas autonome, qui n'a pas de personnalité équilibrée, forte et capable d'être autonome et de prendre une décision. Il n'est pas capable de protéger son intimité à lui. Parce que lui aussi, il a été touché. Alors, un monsieur qui n'arrive pas à imposer le respect devant sa sœur, merci docteur Asma, je vous en prie. Un homme qui est incapable d'imposer le respect face à sa famille, face à un membre de sa famille, est un monsieur qui est incapable d'être autonome. Et un monsieur qui est incapable d'être autonome, il ne pourra jamais être un époux, un bon époux, et non plus un parent. Ok? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que avant de voir un médecin, initialement, vous avez dans votre tête un ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est la belle-sœur. Mais après une petite discussion avec le médecin, vous allez découvrir que votre belle-sœur n'a jamais été votre ennemi. Votre ennemi, c'était vous. Notre principal ennemi, c'est nous. Ok? Alors, pourquoi? Parce que vous avez permis à un homme qui n'est pas autonome de rentrer dans votre bulle et puis de s'approcher de vous, et vous avez ouvert votre cœur à un homme qui est incapable d'avoir une relation sérieuse. Voilà le problème. Le problème, c'est ça. Le problème, votre ennemi, c'est votre éducation, c'est votre immunité émotionnelle qui est un peu défectueuse. Votre ennemi, c'est vous, parce que vous, je suis sûre qu'il y a des signes, il y a toujours des signes dans les relations, après les fiançailles. Après les fiançailles, il y a toujours des signes. Je peux même partager avec vous certains signes qui vous montrent et qui prouvent et qui attirent votre attention sur le fait que vous êtes avec une personne qui n'est pas capable, vous êtes avec une personne qui n'est pas autonome, vous êtes avec une personne qui est docile, vous êtes avec une personne qui est soumise, vous êtes avec une personne qui a du mal à dire non, vous êtes avec une personne qui n'a pas la possibilité de prendre une décision. Et puis vous êtes avec une personne qui ne veut pas admettre qu'elle a tous ses problèmes. Parce que ce type de gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils te disent, c'est rien, c'est pas grave, c'est ma sœur, elle veut mon intérêt, elle cherche le bien, elle cherche mon bien, elle cherche voilà, elle-même, elle exprime son amour à sa façon, à elle, et puis elle a pris soin de moi quand j'étais petit, et puis voilà, il faut tolérer. Vous voyez? Donc vous pouvez développer un diabète, une hypertension artérielle, des troubles hormonaux, rien qu'en admettant ce type de relation assez toxique. Mais quand on creuse, nous les médecins, quand on creuse très 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 doucement, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que vous avez été en manque affectif. Voilà pourquoi vous avez admis cette situation morbide, cette situation nocive pour votre santé. Et vous étiez dans le besoin. Quand vous avez besoin de manger, quand vous avez trop faim, ou quand vous avez trop soif, il n'y a pas d'eau, vous pouvez boire, je sais pas moi, de la bière,
de autre chose, une eau qui n'est pas potable à 100%. Voilà, qui n'est pas potable à 100%. Vous pouvez boire n'importe quoi parce que ça fait 24 heures que vous n'avez pas bu, ok? Ben c'est ça, quand vous êtes en manque affectif, vous allez, vous allez devoir, je sais pas, vous allez pouvoir être en relation avec des gens sans faire attention à leurs défauts. Je pense qu'il y a un commentaire. Salut docteur, réponds-moi s'il vous plaît en privé, c'est urgent. Il n'y a rien d'urgent, monsieur. Je vous connais pas. Il n'y a rien d'urgent. Si vous avez été arnaqué par le faux compte qui porte mon nom, j'ai déjà dit à tout le monde, c'est pas moi et j'ai déjà déposé plainte contre eux. C'est la seule chose. Je suis désolée, monsieur, je réponds pas en privé. Par contre, si vous avez besoin d'une prise en charge médicale urgente, il faut absolument partir aux urgences. Je regrette. D'accord? Bon, on va fermer cette fenêtre pour vous dire que des fois, ce n'est pas à vous de prendre la décision. Il faut discuter. Alors maintenant, on a dit, il y a des parents qui responsabilisent les enfants, qui les poussent à prendre des décisions, qui les mettent en dilemme. Il y a des gens, par exemple, un partenaire qui te pousse qui te met dans des situations embarrassantes, très pénibles, comme ça vous allez sentir que vous êtes obligé de prendre une décision alors que c'est à lui de la prendre. Donc il faut jamais se marier avec les faibles, il faut jamais épouser les faibles, il faut jamais travailler avec les faibles parce que les faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent à prendre des décisions. Alors que normalement, on ne doit pas torturer les gens comme ça, ok? Il faut pas... je pense que si on n'est pas capable, on n'a pas le droit de s'approcher des gens. Si on n'est pas capable, si on n'a pas une forte personnalité, on n'a pas le droit de s'engager. Parce que l'engagement, ça nécessite beaucoup de force. Si on n'a pas un cœur de lion, il ne faut pas s'engager. Il faut rester tout seul et partir chez le psychiatre pour soigner la faiblesse. Je pense, hein. C'est mon avis. Voilà, alors on va donner un autre exemple qui prouve combien c'est important d'avoir l'art de prendre une décision. Je vais vous étonner. Est-ce que vous êtes prêt à être étonné? Vous savez que la décision n'est pas... Il ne faut pas forcément prendre une grande décision pour dire que j'ai pris une décision. Des fois, tu entends quelque chose, ok? On t'adresse quelque chose. Et puis, dans ton cœur, ça brûle. Tu as envie de répondre sur le champ. Ok? Ça pique. Ça écœure. Quand tu réponds, c'est-à-dire que soit tu as répondu inconsciemment, par défaut, par réflexe, soit que tu as pensé à répondre et tu as bien réfléchi, ou tu as des réponses préétablies, une liste préétablie de... D'accord? Alors, quand tu décides de répondre, par exemple, à une insulte, à une proposition, à quelque chose de mauvais, à quelque chose de négatif, c'est une décision qui a été prise. Si elle n'a pas été prise consciemment, peut-être qu'elle a été prise inconsciemment. Alors, ça, c'est une décision. L'art de prendre une décision, c'est quoi? C'est de travailler sur ça, développer de l'intelligence intrapersonnelle, discuter ça avec un professionnel de santé et avoir un certain logiciel, si vous voulez, qui va vous permettre d'agir rapidement en cas de réflexe. C'est-à-dire, vous allez poser la question. À chaque fois que quelqu'un, par exemple, vous adresse une insulte, par exemple, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est comment prendre une décision, l'art de prendre une décision. Alors, tu m'as dit quelque chose que j'ai pas aimé, ok? Je réponds ou je réponds pas, c'est une décision, premièrement. Je réponds gentiment ou je réponds d'une façon très brutale, c'est une décision, ok? J'explique ou j'explique pas, c'est une décision. Je demande une explication ou je demande pas d'explication, c'est une décision. Je vous casse la gueule. Je vous casse la gueule ou pas, c'est une décision. J'appelle la police ou pas, c'est une décision. Alors la réaction est une décision, ok?
Si on se tait, c'est une décision. Alors l'art de prendre une décision, c'est quoi? C'est quand tu es attaqué, il faut toujours garder son sang-froid. Mais comment peux-tu garder ton sang-froid? Comment peux-tu prendre cette décision? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça se travaille. Parce que pour ne pas avoir un cœur qui brûle après avoir été insulté, il faut d'abord éteindre toutes les étincelles, toutes les flammes du passé, de l'enfance. Parce que pourquoi on s'énerve? Parce que quelqu'un a gratté une plaie, si vous voulez, qui est déjà existante. Donc, pour ne pas s'énerver rapidement, il faut traiter toutes les plaies, toutes les cicatrices, c'est-à-dire se réconcilier avec son enfant intérieur d'une façon professionnelle, par des professionnels de santé. Ok? Ok? Donc, si vous avez remarqué, apprendre à prendre une décision, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas une liste de tirer, que c'est pas des astuces, c'est pas des remèdes, c'est pas des techniques qu'on va apprendre et qu'on va les appliquer. Non, c'est un travail. Parce que tu as pris la décision, par exemple, de ne pas répondre, tu as gardé le silence. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent de garder le silence. C'est intelligent de garder le silence si vous êtes arrivé à ce point où vous êtes capable de garder le silence. Mais quand on n'est pas assez mature, quand cette philosophie n'est pas encore mature, mûre dans notre esprit, on ne doit pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que ça va nous faire mal. On peut même développer des maladies physiques. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade de confiance en soi où on peut ne pas répondre ou répondre par le silence. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Voilà pourquoi vous avez les cœurs qui brûlent lorsque vous essayez de pratiquer ce que vous voyez les coachs dire. Les coachs, avec tous mes respects, mais vous dites du n'importe quoi. Parce que quand vous dites à quelqu'un il faut garder le silence face aux insultes, cette dame va avoir une augmentation de cortisol dans son corps et elle peut même développer, je sais pas moi, un déséquilibre, une intolérance, un truc, déséquilibre du métabolisme glycidique. Et ça, c'est très méchant. Alors pourquoi vous augmentez le cortisol dans le corps d'un en lui demandant de répondre par le silence? Mais elle est incapable de garder le silence et elle souffre. Il faut s'exprimer. Si on a du mal à s'exprimer d'une façon qui est plus ou moins appropriée, il faut apprendre à le faire très doucement, très progressivement si vous voulez. Ok? Je pense qu'il y a un commentaire. Il est possible d'optimiser le fonctionnement de son cerveau pour réduire le risque d'erreur. Alors, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, ce que vous voulez dire. Il est possible d'optimiser le fonctionnement du cerveau pour réduire le risque d'erreur. J'ai pas compris, madame. Est-ce que vous pouvez développer? Vous voulez optimiser le fonctionnement du cerveau pour réduire le risque d'erreur. Quelle erreur? Vous parlez de la décision? Ok, il faut optimiser le fonctionnement du cerveau pour... Alors, c'est-à-dire que pour prendre une bonne décision et éviter le maximum possible de commettre des erreurs, il faut optimiser le fonctionnement du cerveau. Oui, vous avez raison. Par exemple, si je dors tôt, et ça encore c'est une décision, si je ne prends pas de stimulant le soir, je vais améliorer le fonctionnement du cerveau. Vous avez parfaitement raison. Si je mets fin à, ou si je gère bien les relations toxiques, je peux très bien augmenter la probabilité le niveau de concentration. Parce que plus je me concentre, plus mon cerveau est gâté, si vous voulez. Je peux manger d'une façon équilibrée et je pense que si on mange d'une façon équilibrée, si on s'hydrate par voie orale d'une façon suffisante, notre cerveau pourra fonctionner d'une manière plus ou moins optimale. Très bien. Alors si vous avez remarqué, dernier exemple de prendre une décision, on a dit que pour prendre la décision de répondre, il faut absolument gérer plein de choses. Par exemple, pour bien répondre à une insulte, il faut gérer toutes les plaies antérieures. Comme ça, l'insulte ne va pas réveiller un traumatisme antérieur. Alors, on va donner un autre exemple de combien c'est important en médecine, combien c'est important
d'apprendre aux patients à prendre une décision, la bonne décision. Alors, la décision de parler, ok? Des fois, on a un cœur qui est effervescent. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses à dire, on a envie de partager. D'accord? Alors cette sensation de vouloir partager ses secrets, de vouloir partager ses problèmes, de vouloir partager tout ce qui est intime. Laisse mich une seconde. Alors, je pense que j'allais dire un truc très très important. Oui, la décision de parler. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, avec un esprit sportif, je veux dire un truc. Quand j'étais très jeune, j'étais pas très très développée sur le plan personnel. Pourquoi? Parce que j'étais très intelligente et en plus j'étais trop timide. Et croyez-moi, je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est très important. Il faut en tirer profit, il faut apprendre de tout ce qu'on vit. Alors ce que je remarquais, c'est que prendre une décision, par exemple la décision de parler, on a toujours des choses dans notre cœur à dire, d'accord? On a toujours des incertitudes, on a toujours des faiblesses, on a toujours envie, surtout les femmes et les filles, on a toujours envie de partager, de bavarder, c'est notre nature. Si je trouve un monsieur qui parle trop, il n'est pas normal. Mais si je trouve une femme qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui veut faire des conférences et tout, je pense que c'est bien pour sa santé. Bien sûr, si elle n'a pas une logorée ou un truc comme ça. Alors moi, je pense que pour prendre la décision de partager, c'est quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être confectionné, si vous voulez, d'une façon très 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 minutieuse, comme de la broderie. Pourquoi? Parce que quand tu prends la décision de partager, d'aimer par exemple, de partager tes émotions, d'avoir une amitié, d'avoir une communauté, d'avoir une clique, une bande d'amis, je pense que tu ouvres ton cœur et la décision de parler, c'est la décision d'ouvrir son cœur. Donc si tu ouvres ton cœur comme ça, c'est comme si tu vas donner à n'importe qui d'opérer ton cœur. Ok? Alors, quand on grandit, quand on fait des études supérieures, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les études supérieures médicales, on apprend à bien réfléchir avant de prendre la décision de parler. C'est très important. Maintenant, par exemple, je vais dire un truc. Maintenant, bon, c'est pas méchant de ma part, hein, c'est pas égoïste, c'est pas narcissique, c'est pas arrogant de ma part, mais c'est très bénéfique pour moi et je vais partager ça avec vous avec de la bonne foi. Pourquoi? Pour que vous puissiez en tirer profit. Actuellement, je réfléchis bien avant de prendre la décision de parler. C'est-à-dire que si je passe pas un entretien à la personne à laquelle je m'adresse, mais vraiment, je suis très avare, si vous voulez, en matière de mots, d'informations, de paroles. D'accord? C'est si simple, ok? C'est si simple et en même temps, c'est si
bénéfique pour la santé. Alors, prendre la décision de parler doit être basé sur beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir qui on est, il faut avoir une bonne connaissance de notre personne, de notre enfant intérieur, de beaucoup de choses. Et puis, avoir la confiance en soi pour pouvoir dire non à toute personne qui dépasse ses limites. Il faut d'abord connaître ses limites et connaître les limites de l'autre. C'est-à-dire, vous devez avoir votre propre constitution, si vous voulez, ou votre loi. Je vais lire vos commentaires. Que faire pour améliorer votre prise de décision? Très bien, très bonne question. Elle est en train de parler sur le chanteur Retso. I am Sally. Exactement. Bonsoir, c'est Dinoka. Alors, pour Madame Khawla, elle a posé bien choisir le mouvement de ouvrir la bouche et avec qui. D'accord. Pour Madame Khawla, elle a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise de décision. Alors, premièrement, il faut avoir du bagage. Si on n'a pas de bagage, on ne peut pas prendre une décision d'une façon très sage. Alors le bagage, c'est quoi? C'est premièrement, il faut connaître qui on est. On doit savoir qui suis-je. Tu dois savoir qui es-tu. C'est-à-dire ta personne, ta personnalité, ton ego, tes rêves, ton origine. Tous les traumatismes de l'enfance doivent être traités. Toutes les peines de l'enfance doivent être traitées. Toutes les peurs doivent être traitées. Toutes les convictions doivent être révisées, revues, évaluées de votre part. Okay. C'est-à-dire vous devez avoir votre propre système de croyance et non pas celui que vous avez hérité de votre famille ou de votre entourage. Ça ne veut pas dire que vous allez faire le contraire ou l'inverse de tout ce que vous avez appris. Non, du tout. Mais cela veut dire que vous allez apprendre à éduquer votre personne de nouveau. Ok. Quand j'arrive à un certain stade où je sais qui suis-je, je vais normalement devoir établir une petite liste de qu'est-ce que j'aime, une autre liste qu'est-ce que j'aime pas, une autre liste mes défauts, une autre liste mes qualités. Et puis, il faut booster la confiance en soi. Comment? La confiance en soi, c'est un travail, c'est un voyage. Oui, c'est un voyage, pardon. Bravo. Alors, il faut avoir la confiance en soi pour pouvoir dire non. Par exemple, tu as une liste des choses que tu n'aimes pas. Tu as tout écrit, tu as pris ton agenda et tu as écrit toutes les choses que tu n'aimes pas. Mais tu n'as pas l'audace, tu n'as pas le courage de dire non. Par exemple, moi, j'aime pas que quelqu'un vienne, par exemple, partager la même table avec moi alors que je l'ai pas invité. Ok? Même si je le connais. Même si je le connais normalement, dans les bonnes manières, il ne faut pas s'asseoir à côté d'une femme. Dans un café, dans un resto, dans un pub. Pourquoi? Parce que je t'ai pas invité. Alors, quand tu le fais, alors que je t'ai pas invité, je vais faire... Moi, par exemple, j'ai l'audace et j'ai la possibilité de dire « S'il vous plaît, je ne peux pas m'asseoir avec vous. J'attends quelqu'un. Je ne peux pas m'asseoir avec vous. Je n'ai pas à expliquer. D'accord? Mais il y a longtemps, je ne pouvais pas le faire. Bon, j'ai menti. Il y a longtemps, je ne pouvais pas dire directement, s'il vous plaît, ne partagez pas la table avec moi. Ok? Mais j'allais faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, je peux me retirer, je peux faire quelque chose d'autre, je peux dire que, voilà, je peux faire semblant que je suis pressée. Mais maintenant, je suis arrivée au stade où je peux dire à la personne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas partager, ne pas vous asseoir parce que je serais gênée. C'est normal, si tu es audacieux, je dois être plus audacieuse que vous. Parce que l'audace dès le début, c'est de l'impolitesse. D'accord, les gens, moi, je suis arrivée au stade où je peux dire aux personnes impolies, vous êtes impolis, mais très gentiment. Ok? Mais une autre personne qui a déjà une liste, par exemple, quand je lui pose la question, est-ce que tu tolères, est-ce que tu aimes bien que quelqu'un à l'étranger vienne partager la table avec toi? Elle me dit non, je déteste tout ça. Mais une fois, par exemple, mise dans cette situation, elle peut rien faire.
auquel elle ne peut rien faire parce qu'il y a deux étapes dans le refus des choses. Premièrement, je refuse quelque chose, je ne l'aime pas. Et deuxièmement, est-ce que je l'ai arrêté? Mais pour arrêter un truc que je n'aime pas, il faut oser. Pour oser, il faut avoir de la confiance en soi. Pour avoir de la confiance en soi, il faut avoir une conviction. Donc, si tu veux avoir de la confiance en soi pour prendre une bonne décision, il faut travailler sur les convictions. Et pour travailler sur les convictions, il faut évaluer les convictions déjà préexistantes, si vous voulez, c'est-à-dire votre système de croyance familiale. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, Madame Raoula, comment faire pour améliorer notre prise de décision? Ah ben, c'est simple, il faut que tout soit clair dans votre tête, il faut que tout soit classé, il faut avoir un armoire. Il faut que les convictions soient revues. Ok? Il faut avoir un raisonnement. Parce que si tu es sûr certaine que ce que tu vas faire est bon, est juste et optimal, vous allez prendre la décision sans regretter. Mais si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous n'allez pas pouvoir prendre la décision. D'accord? Bonjour, docteur. Bonjour. Par exemple, j'aime bien vous écouter pour voir votre traitement des idées. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Moi aussi, j'aime bien faire des lives avec vous parce que vous posez des questions. Parce que moi, j'aime bien les questions, le désaccord, même les critiques, ça, c'est pas grave. Vous savez, quand le respect est servi, on peut pas quitter la table. Alors, pourquoi il y a des gens qui ont du mal à prendre une décision? Pourquoi? Je suis fan de vous, j'adore vous écouter. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je vais vous donner un dernier exemple parce que je suis un peu fatiguée. Un dernier exemple de la prise de décision. Là, on va parler des malades. Alors, pourquoi il y a certains malades qui ne peuvent pas prendre une décision? Pourquoi? Ils ont des freins. Alors, on va essayer de parler des freins. Les freins, ce sont soit des freins qui sont dans votre esprit, c'est les convictions, c'est le système de croyance familiale, ce que vous avez hérité. Soit il y a des freins qui ont été mis par d'autres personnes, on appelle ça la manipulation. Et puis il y a d'autres freins. Alors, le système de croyance familiale, vous devez absolument recourir à votre médecin psychiatre pour le traiter.